Dans ce livre, Les impasses de l'art moderne, j'ai comparé systématiquement les problèmes qui se posent à l'écrivain, le texte, les problèmes du texte et de sa rhétorique, de son style, et les problèmes qui se posent au peintre, la représentation de la réalité. Alors je montre que sur le plan des matériaux de l'expression, les mots dans le texte et puis la touche picturale pour la peinture, eh bien, il y a un brouillage du signe très important au XIXe siècle à partir de Rimbaud. Rimbaud est le premier à faire des métaphores où on voit simplement vers quoi il va ou ce à quoi il arrive, sans voir d'où il est parti, si vous voulez. Alors, homologue à ce brouillage du signe dans la peinture, c'est par exemple l'art de Monet, qui brouille le signe pictural et qui fait des œuvres dans lesquelles on a parfois du mal à reconnaître justement le réel dont il est parti. Bon, ça c'est pour ce qui concerne les matériaux de l'expression. Dans un deuxième chapitre, je parle de la syntaxe. Alors la syntaxe, c'est l'organisation du discours dans le texte, et dans la peinture, c'est la composition du tableau. Et je montre que là aussi, il y a des équivalences avec les énalages, c'est un mot savant pour dire les changements de perspective dans l'énonciation pour le texte, et puis le traitement de l'espace chez Cézanne, chez Degas même, et aussi dans l'œuvre de Van Gogh. La chambre de Van Gogh, elle est peinte au grand angulaire. Donc il y a plusieurs points de vue, plusieurs perspectives qui sont différentes. Et de même, dans les joueurs de cartes de Cézanne, vous avez un personnage qui a une tête 2 fois plus grosse que l'autre. Donc les perspectives changent. Alors aussi bien la composition, la syntaxe du tableau que le vocabulaire du tableau, la touche, montre que cet art moderne s'engage dans une voie qui peut être problématique. Alors pourquoi problématique? Parce que on oublie justement la communication. On oublie que pour comprendre une transgression, un écart, il faut parfois nécessairement savoir d'où l'on est parti. Prenez les cathédrales de Monet. Les cathédrales, c'est une suite de tableaux de variations sur la cathédrale de Rouen, à différentes heures de la journée, à différents moments de l'année, différentes saisons, etc. Donc ce sont des cathédrales très différentes. Mais on reconnaît encore la cathédrale. Tandis que dans les nymphéas du même Monet, on a du mal à reconnaître parfois ce dont il est parti, les nénuphars, vous voyez. Et certains, à propos de Monet, des nymphéas, ont parlé de suicide plastique. Toute transgression est bienvenue, c'est évident, parce qu'elle est plus proche de la vie. Mais le partage implique quand même de maintenir le thème dans la métaphore. Je le répète, la métaphore, c'est une comparaison entre un thème et un fort. Le thème, c'est ce dont on part, et le fort, c'est vers quoi on va. Eh bien, des métaphores rimbaldiennes, des métaphores de Rimbaud qui sont in absentia, dans l'absence du thème, elles ne sont pas communicables. Prenez le cas de Valéry dans Le Cimetière marin. Valéry est un très grand esprit qui a bien cerné toutes ces questions-là. Valéry, eh bien, il montre toujours par un indice d'où il est parti. Par exemple, dans Le Cimetière marin, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierres et d'arbres sombres. Vous voyez ? Eh bien, donc les flambeaux, qui sont le fort de la métaphore, sont éclairés par les arbres sombres qu'il y a après. Heureusement, sinon on ne saurait pas ce que c'est, ces flambeaux. Donc, ce sont des cyprès, si vous voulez. J'aime beaucoup De Staël. De Staël, c'est limite abstraction, mais on voit effectivement d'où il est parti, Ménherbe comme paysage, les footballeurs, etc. Donc là, voilà, il a été très, très loin, mais il n'a pas franchi la ligne rouge. Il n'est pas entré dans le domaine de la pure abstraction. Le premier, c'est Kandinsky. Alors Kandinsky, paraît-il, a eu l'idée de l'abstraction pure en voyant des meules de foin de Monet. Bon, mais il y a toujours, chez Kandinsky, au moins dans ses légendes, prenez par exemple avec l'arc noir qui se trouve à Beaubourg, vous avez un arc noir et pourtant c'est de la peinture pure.
Alors il disait, je vais mettre du rouge, mais si je fais un cheval rouge, je vais affaiblir mon rouge. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein. Le cheval rouge peut enrichir le rouge, hein. L'art moderne, surtout avec l'art contemporain, je traite les deux dans mon livre, art moderne, et où je vois les linéaments des problèmes de l'art contemporain, eh bien, s'engage très loin, hein, et donc fera des cadavres exquis, comme disaient les surréalistes, hein, c'est-à-dire des rencontres non préparées. Par exemple, je ne sais pas, les ready-made, hein, de Duchamp, hein, Fontaine. Bon, eh bien, il est définalisé cet urinoir par rapport à son usage, hein, au point que si on voulait, ça s'est vu à Nîmes par exemple, quelqu'un qui a uriné dans l'urinoir, pour refinaliser l'urinoir, le faire correspondre avec son utilité. Bien sûr, je sais ce qu'il a voulu faire, Duchamp. Il a voulu montrer que n'importe quoi peut être sacralisé par le lieu dans lequel ça se trouve, hein, et en cela, c'est très intelligent. Très intelligent. Mais en même temps, c'est suicidaire, hein, du point de vue du récepteur, hein. L'art, tel qu'on le voit aujourd'hui, est un art purement formel où la signification disparaît. Par exemple, j'ai parlé dans ce livre de l'art conceptuel, hein. Bon, eh bien, dans l'art conceptuel, le projet de l'œuvre, justement, équivaut à l'œuvre elle-même, hein. Donc, il n'y a plus l'accoutumance, le travail qui venait la fréquentation d'un matériau, hein. Bon, ça s'apprenait dans les écoles des beaux-arts, etc., hein, à faire une œuvre, hein. Mais aujourd'hui, le projet de l'œuvre ou la signature de l'œuvre, le discours autour de l'œuvre vaut œuvre, si vous voulez. C'est en cela que la seule forme triomphe. Et alors, par ailleurs, à côté de ce livre sur les impasses de l'art moderne, j'ai fait aussi un autre livre sur le kitsch. C'est une notion qui me semble essentielle. Alors, pour les gens, le kitsch, c'est Walt Disney, c'est les petits chats dans un panier, sur les calendriers des postes d'autrefois, etc. Ou aujourd'hui, sur Internet, les petits chats, les petits chiens, etc., hein. Bon, pour les gens, c'est ça. Mais si on voit plus profondément, le kitsch, c'est l'imitation d'une forme sans qu'il y ait de finalité, sans qu'il y ait de contenu substantiel, si vous voulez, hein. C'est le primat de la forme seule, hein. Le monde d'aujourd'hui est un monde totalement kitsch. C'est un monde d'apparence, hein. Un monde, vous voyez, les choses de Pérec, hein. C'est un sociologue, hein. Les choses, bon, ce qui compte, c'est les couleurs, les formes, le mobilier. Bon, il faut que la commode soit tel style, si vous voulez, que je sais pas, le canapé ait des couleurs passées, vous voyez, pareillement pour les rideaux, etc. On croirait feuilleter un magazine du type art et décoration, en quelque sorte, hein. Jérôme et Sylvie, dans ce roman, qui rêvent d'acquérir ces objets-là, sont aliénés. Parce que qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est sa valeur d'usage, c'est pas sa valeur de représentation sociale, et c'est pas sa valeur d'échange non plus. Par exemple, un arbre, bon, la valeur d'usage, c'est l'ombre que l'arbre me dispense pour que je me repose à ses pieds. Mais la valeur d'échange, c'est ce qu'il représente en termes d'argent, s'il est coupé, si on le débite en planches. Et la valeur de représentation, alors là, c'est une valeur purement formelle. Mais pour beaucoup, la valeur de représentation et la valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça vaut en termes d'argent, sont liées, hein. Bon, alors voyez aujourd'hui les vêtements, hein, il faut qu'il y ait la griffe, hein, du grand couturier, etc. On appose une griffe, hein, par exemple un crocodile sur un polo, hein, et on multiplie par 10 le prix du polo. Vous voyez, c'est complètement délirant, hein. Et pareillement pour l'art, vous voyez. Donc, vous voyez la disproportion qu'il y a entre l'œuvre, si vous voulez, et le prix auquel l'œuvre se négocie. On n'habite plus le monde, hein. On ne l'habite plus poétiquement comme autrefois, hein, mais non, on erre dans des espaces de représentation purement formelle, théâtrale. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis parmi les Montpelliérains, mais prenez Antigone de Montpellier, hein, de Bofill, Antigone, hein, c'est purement théâtral, hein.
vous avez des colonnes doriques en béton armé. Bon, or, le dorique, c'est un style d'architecture grecque, vous voyez. Hein, et l'utilité, où est-elle? Je ne le vois pas. Parce que pour faire joli, hein, on a supprimé les volets. Mais dans le Midi, il fait très chaud l'été. Et donc, on doit pouvoir fermer les volets et rafraîchir les pièces. Alors, je ne sais pas comment font les habitants d'Antigone. Il suffirait dans dans une exposition d'art contemporain, où il y aurait ce type d'œuvre ou d'anti-œuvre ou de non-œuvre, hein, il suffirait de quelqu'un qui se mette à rire pour que les gens, par contagion, rient aussi, si vous voulez. Sauf que les gens n'osent pas rire parce qu'ils disent oui, mais il y a là tout un arrière-plan, un background, hein, d'œuvres, de savoir auquel je n'ai même pas accès moi-même. Hein. Donc, alors on gobe tout, comme on gobe le blanc, hein, la toile blanche. Hein, vous voyez, art de Yasmina Reza, hein, la toile blanche, et on gobe aussi 5 minutes de silence de John Cage, par exemple, vous voyez. Hein. Donc, le morceau musical, c'est simplement, il n'y a rien. Hein, si, il y a les bruits que font les spectateurs, les auditeurs, hein, dans la salle, vous voyez. J'ai critiqué Duchamp, mais Duchamp était très intelligent, avait beaucoup d'humour. Donc voilà, laissons la question en suspens et puis apprenons à rire quand même, malgré tout.